Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous désactivons vos micros pour éviter les bruits de fond. Nous sommes 235, on attend encore quelques participants. On va commencer d'ici une minute ou deux. J'en profite avant qu'on commence pour vous rappeler que donc, le Zoom est enregistré, qu'il sera évidemment mis en ligne et vous sera adressé à l'issue du webinaire. Pour poser vos questions, puisque les micros sont notamment coupés, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité conversation, le chat pour poser toutes vos questions. On essaiera soit d'y répondre un petit peu au fil de l'eau directement dans le chat, soit on aura des séquences tout au long de la présentation qui permettront d'approfondir tel ou tel sujet si besoin était. Je pense qu'on va démarrer, Benoît, pour la séquence, et puis on a laissé 7 minutes de battement. Est-ce que vous nous entendez bien? Parfaitement. Et là, tu veux prendre les mots d'introduction? Oui. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez tous passé un bel été qui a permis de bien recharger les batteries et repartir sur cette nouvelle année 2023-2024. Donc aujourd'hui, on va parler du FATEA. On va essayer de vous apporter toutes les réponses. On a eu pas mal de travail en très peu de temps, fin juillet, début août, pour pouvoir sortir ce FATEA de manière la plus rapide, la plus juste et équitable possible. On a essayé de vous passer les informations pour que vous puissiez les avoir le plus tôt possible et commencer à intégrer comment vous alliez pouvoir vous saisir de ce FATEA. Voilà, donc je laisse la main à Sébastien pour pouvoir vous présenter ce FATEA et apporter, j'espère, toutes les réponses pour que vous puissiez vous en saisir. Merci Pamela. Donc, on a une petite présentation qui va venir synthétiser le projet FATEA 2023, la présentation de l'appel à projet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans le cadre d'un appel à projet. On n'est pas dans une subvention, automatique. Pardon. Qu'il me fait. C'est pas ça. Bon. Je vais vous mettre comme ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit. Vous voyez? OK. Vous juste rappeler, alors le calendrier, c'est un calendrier qui est toujours compliqué, Pamela l'a dit, hein, l'appel à projet est sorti fin juillet, rendu accessible sur le site du ministère du Travail pratiquement début août. Donc la période estivale, c'est pas facile pour tout le monde, mais il y avait nécessité de pouvoir dimensionner l'enveloppe budgétaire. Ça a été le travail le plus long qu'il y a eu à faire avec le ministère du Travail et avec la DGEFP, parce qu'au final, au départ, on nous parlait d'une enveloppe entre 8 et 10 millions d'euros. Et le dimensionnement a pris un peu plus de temps, et au final, on a réussi à obtenir une enveloppe qui est sur la fourchette haute de ce qui avait été annoncé. Donc c'est plutôt favorable pour les entreprises adaptées. Sur ce FATEA 2023, l'objectif qui est affiché par le ministère du Travail, c'est d'avoir un appel à projet qui vise à soutenir les projets de développement économique et l'investissement nécessaire à la création d'emplois inclusifs ou l'accompagnement des trajectoires professionnelles des salariés en situation de handicap dans les entreprises adaptées. Donc, on va avoir plusieurs priorités qui vont être mises en œuvre.
et qui ont été définis par le ministère du Travail. Mais il repart bien sur la genèse du FATEA, qui est un fonds d'accompagnement à la transformation des entreprises adaptées et qui vise donc à soutenir les projets de développement et les projets d'investissement qui seront créateurs d'emplois dans les entreprises adaptées. Le principe de ce FATEA 2023, c'est qu'on est dans le cadre d'un appel à projet. Donc, toutes les entreprises adaptées ont la possibilité de candidater. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Mais cependant, au regard de l'enveloppe financière qui est allouée, qui est de 10 millions d'euros sur cet appel à projet, il y a un système de notation qui va permettre de sélectionner les dossiers qui répondent au maximum de critères. C'est-à-dire que tout le monde n'aura pas forcément une subvention en fonction des critères qui ont été déposés. On est dans le cadre d'un appel à projet et les meilleurs dossiers seront sélectionnés sur l'ensemble des territoires, en sachant que les enveloppes sont des enveloppes régionalisées. Donc les 10 millions d'euros sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et après, ce sont les DRETS qui vont sélectionner et choisir les dossiers qui auront la meilleure notation. Et on verra tout à l'heure les éléments de notation qui vont être pris pour mettre en œuvre l'évaluation de chaque dossier. Donc, on est dans un appel à projet. On n'est pas dans le cadre du FATEA 2020 où on avait eu un FATEA exceptionnel où tout le monde pouvait absolument bénéficier de quelque chose, parce qu'on était notamment avec des éléments qui avaient été calculés de manière forfaitaire pour chaque entreprise. Là, on est sur une enveloppe qui est beaucoup plus limitée, puisque les 10 millions d'euros, quand vous ramenez les 10 millions d'euros aux 800 entreprises adaptées, ça fait une intervention potentielle par entreprise adaptée qui reste beaucoup plus limitée. Trois priorités ont été définies dans cet appel à projet. Les priorités définies concernent la priorité numéro 1, l'EA, donc on pourrait appeler le A socle, le A historique, où donc la volonté est de soutenir les projets des entreprises adaptées qui favorisent soit le développement du volume d'affaires et la création d'emplois, donc on est plus sur une ligne d'investissement, ou soit le développement de leur capacité d'accompagnement des parcours des travailleurs en situation de handicap. Donc, deux possibilités, mais on est bien dans un souhait. C'est-à-dire que l'entreprise adaptée a la possibilité de déposer dans cette priorité numéro 1 un seul dossier. Elle choisit après si son dossier relève de l'investissement, donc du développement d'affaires et de l'investissement, soit de la part accompagnement et développement du soutien au parcours des travailleurs en situation de handicap dans les structures. Il y a une attention particulière qui sera portée aux projets mutualisés. C'est bien une attention particulière. Initialement, la volonté, si vous avez participé à plusieurs réunions au niveau de vos régions, la volonté était de favoriser pratiquement exclusivement les projets mutualisés. Là, on est dans une amélioration, entre guillemets, de la notation, mais ça n'exclut vraiment pas les projets qui ne sont pas mutualisés. On a dû batailler avec les équipes du bureau sur ce sujet-là au mois de juillet, parce que la volonté première était ça. Mais quand on communique si tardivement cette priorité et cet engagement, c'était compliqué en plein été de pouvoir faire sortir des dossiers avec une part mutualisée obligatoire. Donc c'est juste une attention particulière. La priorité numéro 2 concerne les EATT. Et les EATT, l'objectif est de consolider au sein des entreprises adaptées de travail temporaire à la fois le déploiement d'une démarche d'aller vers, c'est-à-dire de la constitution du vivier des candidats autres que les canaux traditionnels de recrutement. Donc, comment les entreprises adaptées de travail temporaire se mobilisent pour créer leur vivier de candidats qu'ils pourront missionner auprès d'autres employeurs. Et une deuxième partie qui est de renforcer l'ingénierie de parcours des intérimaires entre les missions et les intermissions. C'est-à-dire qu'un
collaborateur peut avoir une fin de mission, avoir un travail de formation, notamment entre eux, et pouvoir redémarrer d'autres missions d'intérim. Donc, il y a deux possibilités, deux axes qui sont proposés pour les EATT, et on verra comment ça se décline derrière. Et enfin, une priorité 3 qui est sur les EA pénitentiaires, avec une volonté de poursuivre la phase pilote d'implantation des entreprises adaptées en établissement pénitentiaire. Cette volumétrie-là et le budget qui est alloué est en dehors des 10 millions d'euros. C'est un budget à part. Il y a une enveloppe qui est déterminée, qui a été affectée, mais en dehors des 10 millions d'euros. Alors, on a déjà beaucoup de questions dans le chat. Je ne suis pas sûr qu'on sera en capacité d'y répondre à toutes pendant cette heure qui nous est consacrée. Dans tous les cas, on va les noter et on y répondra par écrit. J'en prends quelques-unes. Il y a plusieurs questions sur la mutualisation entre EA, EATT, EA et EI, EA et ESAT. Qu'est-ce qu'il en est, Sébastien? La mutualisation, c'est la mutualisation entre deux EA qui n'appartiennent pas à un même employeur. C'est-à-dire qu'une grosse association qui gérerait plusieurs entreprises adaptées, la mutualisation entre ces établissements n'est pas considérée comme un projet mutualisé. C'est la même position, la DGEFP a gardé exactement la même position qu'elle avait eue sur le précédent appel à projet FATEA. La mutualisation se fait entre deux EA d'un même territoire ou deux EA d'un même métier qui voudraient mutualiser des moyens ou des moyens humains ou des moyens de production pour mener un projet. Donc, d'un point de vue très pratico-pratique, est-ce que quand il y a une mutualisation, c'est un seul dossier qui est déposé pour les deux? Est-ce que chacun porte le sien? Et puis, on a aussi une question qui est revenue plusieurs fois sur le sujet. L'entrée, c'est quoi? C'est le CEPOM ou c'est l'établissement? Si on a 3 établissements sur un même CEPOM, est-ce qu'on a droit à 3 FATEA ou à un seul? L'entrée, c'est le CEPOM. L'entreprise adaptée au niveau de la définition de la DGEFP, c'est l'entreprise qui est signataire du CEPOM. Après, le projet peut se déployer dans chaque établissement, il n'y a pas de difficulté, mais le dossier est un dossier qui est lié au CEPOM. Et ça, normalement, les DREDS devraient toutes vous le confirmer. Il y a une question que je relève, puis après je te laisserai un petit peu avancer. Je le redis, hein, on note toutes les questions, on y apportera des réponses écrites. Le CDI tremplin n'apparaît pas. Est-ce que ça signifie la fin du dispositif? Le CDD tremplin. Le CDD tremplin est embarqué dans la priorité numéro 1, puisque le CDD tremplin s'exécute au sein d'une entreprise adaptée socle. Donc les CDD tremplin sont embarqués dedans et il apparaît dans l'appel à projet la définition des deux projets qui embarquent notamment des CDD tremplin. C'est un des critères de notation qui a été établi pour l'analyse des dossiers. Je t'en remets une petite dernière. Sur le cas de mutualisation, c'est une demande par EA ou c'est une EA qui porte la demande pour plusieurs? Et oui, vous aurez évidemment le support de présentation en plus de l'enregistrement. Pour cette question-là, je vais le revérifier, mais c'est la même pratique qui avait été faite il y a 2 ans. Je pense que c'était un porteur qui déposait le dossier sur un projet mutualisé. Mais je le revérifie et on vous le confirmera derrière avec la transmission du support. Je vais décliner maintenant priorité par priorité, ce qui est prévu à l'intérieur. Donc sur la priorité numéro 1, donc qui concerne l'entreprise adaptée qu'on appelle SOP historique. Donc on a 2 axes d'intervention qui sont au choix. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est un choix. C'est soit
on va répondre sur un axe 1, qui est l'axe qui permet le développement du volume d'affaires et la création d'emplois, ou soit on va répondre sur l'axe 2, qui est le développement des capacités d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc, on n'a pas la possibilité de faire deux dossiers et on est obligé de choisir. Et là, c'est le choix de chaque entreprise de regarder quel est le dossier qui lui permettra d'avoir le plus de chances d'être retenu dans l'appel à projet, de se dire est-ce que je veux un soutien, une aide à la modernisation et à mes investissements productifs, ou est-ce que derrière, j'ai plus de chances et plus d'éléments de réussite et j'ai des projets qui sont plus avancés sur le développement des capacités d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Sur l'axe 1, l'aide à la modernisation reprend la diversification des activités et des productions, tout ce qui va concerner l'application de nouvelles productions au sein de vos structures. La modernisation des processus de production et la diversification de la clientèle, avec notamment une visée de limitation de la dépendance économique à certains donneurs d'ordre. Et ensuite, tout ce qui concerne l'investissement productif. Sur l'axe 2, c'est l'aide à la montée en compétences des équipes de l'entreprise adaptée pour mieux accompagner les trajectoires professionnelles des salariés handicapés et aussi pour mieux accompagner les entreprises et les employeurs classiques des territoires afin de favoriser l'insertion de salariés en situation de handicap qui étaient dans les entreprises adaptées auparavant. Donc, c'est globalement les actions qui vont vous permettre de définir vos processus d'accompagnement des collaborateurs en situation de handicap au sein de leur passage dans l'entreprise adaptée. Et pour ceux qui veulent éventuellement et qui ont la possibilité de sortir de l'entreprise adaptée, comment vous mobilisez les employeurs des territoires pour faciliter la recherche d'emploi en sortie de l'entreprise adaptée pour les collaborateurs. Alors, on a toujours des questions sur la mutualisation. Je suis désolé, j'en ai laissé passer un certain nombre, souvent involontairement. On va vous refaire vraiment une synthèse sur les questions de mutualisation. Et donc, on reviendra par rapport à ça vers vous assez vite. On a aussi beaucoup de questions sur le financement de certaines fonctions de certains salariés, notamment les commerciaux ou les CIP, en tout cas le financement des postes. Je reviendrai sur ces éléments-là. Je finis juste la partie qui concerne l'axe 1 et je reviens dessus. Sur l'axe 1, sur les filières qui ont été identifiées comme filières prioritaires par le ministère du Travail pour pouvoir candidater à l'axe 1, ce sont la filière économie circulaire et économie verte. On va retrouver notamment les exemples qui ont été pris, c'est tout ce qui est transformation d'invendus, le traitement de toute la nature de déchets, que ce soit des déchets électriques, électroniques, la filière déchets et recyclage, les énergies renouvelables qui ont été également rendues possibles dans ce volet-là. Il y a l'axe espace vert, filière agricole et alimentaire. Donc, ça va concerner tout ce qui est production agricole locale, tout ce qui est maraîchage, circuits courts, légumerie, conserverie, tout ce qui est activité qui a un impact direct sur les territoires et sur le domaine alimentaire. La filière numérique, où on va avoir à la fois tout le domaine du numérique, la conception, le développement, la relation client. La filière textile, avec la fabrication textile, mais également le traitement du textile, le recyclage du textile, la blanchisserie, la commercialisation, la friperie derrière, les recycleries qui peuvent être embarquées dans cette partie-là. Et la dernière filière identifiée comme prioritaire par le ministère, c'est la filière de transport et mobilité solidaire. Donc tout ce qui peut
autour des transports partagés, de la mise à disposition de véhicules et de propositions de services et de solutions de covoiturage. Donc ça, ce sont les 5 filières prioritaires qui ont été identifiées par le ministère du Travail et donc pour lesquelles les dossiers présentés pour l'axe 1, les dossiers présentés doivent rentrer dans une de ces 5 filières. J'avais quelques questions sur les filières. D'abord, et ceux qui ne sont pas dedans, est-ce qu'il y a des chances d'avoir des financements? Puis il y avait notamment, je crois, j'ai vu passer une question sur la filière industrielle. Voilà, en gros, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas dans une de ces 5 filières? Là, la position du ministère, c'est que les dossiers sur l'axe 1, donc sur la partie investissement, principalement, doivent rentrer dans l'une de ces 5 filières. Ça, c'est la volonté du ministère de pouvoir accompagner. Et on se remet dans le contexte aujourd'hui où le budget est un budget qui est limité, qui est de 10 millions d'euros et qui ne permettait pas de pouvoir élargir et de trop élargir l'intégralité des métiers qui sont présents. Donc, on a essayé de regrouper les métiers les plus présents dans les entreprises adaptées, les métiers d'espace vert, agricole, qui tournent autour de l'agricole. Les métiers de blanchisserie, de traitement textile sont également embarqués. La filière déchets et circuits courts est embarquée. Mais ces filières ont été définies aussi par rapport aux priorités de développement que le ministère voyait et également en lien avec des éléments du plan de relance France 2030. Je apporte une petite précision. L'agricole concerne donc que l'alimentaire ou toute activité reconnue comme agricole. Donc, on est bien sur espace vert, agricole et alimentaire, avec notamment pour la partie agricole, production agricole locale, maraîchage, circuits courts, légumerie, conserverie, etc., etc. Derrière les coûts admissibles et le taux d'intervention de l'État, donc le taux d'intervention de l'État sur la demande de subvention est de 50%. Donc 50% du coût du projet. Et derrière, sur l'axe 1, les coûts admissibles qui ont été identifiés concernant l'aide à la modernisation, ça comprend les coûts liés à l'adaptation des équipements existants. Donc, vous avez une implantation, vous avez une chaîne de production ou un atelier à réaménager. Donc, l'adaptation des équipements existants est compris, l'acquisition de nouveaux équipements. À côté, l'exclusion du renouvellement du matériel, c'est exclu du sujet de l'appel à projet du FATEA. Et c'est lié notamment à des règles de financement européennes sur l'investissement. L'investissement en Europe interdit exclut le renouvellement du matériel dans le champ d'application d'une subvention d'investissement. Derrière, sont également autorisées l'acquisition et la validation de logiciels destinés à être utilisés par les travailleurs handicapés, notamment quand ils interviennent sur une technologie, sur un outil de production qui leur permettent, qui leur nécessite derrière d'avoir des besoins logiciels et matériels supplémentaires. Je lui ai demandé à Yannick que je pouvais me poser quand je l'ai, il m'a dit bah là. Alors, si vous pouvez couper votre micro, celui qui est en train de parler. Et derrière, les dépenses liées à des personnels internes uniquement pour le développement et la gestion de ces projets. C'est-à-dire que si vous avez un projet d'implantation et que vous avez des ressources... Sébastien, oui. je te coupe le micro, tu le rallumes. Oui. Merci Benoît. Et si vous avez donc
des dépenses internes, un chef de projet qui suit et qui est affecté à la mise en place d'une implantation d'une nouvelle activité, derrière, c'est quelque chose que vous pouvez également faire valoir dans les dépenses éligibles à ce projet. Ça, c'est pour la partie liée à l'investissement, et sur la partie qui est liée au développement des capacités d'accompagnement, l'aide comprend les coûts qui sont liés au recours à des ressources internes, donc des dépenses de personnel de l'entreprise adaptée, ou des dépenses externes, donc des prestataires, qui sont mobilisés pour répondre aux besoins d'expertise dans les domaines tels que l'ingénierie de financement et de la formation, dans la montée en compétences des équipes sur l'accompagnement des handicaps invisibles type psychique, la formation des personnes chargées de construire la démarche d'accompagnement socio-professionnel des collaborateurs, les outils d'ingénierie de parcours dans et vers l'emploi, hors de l'EA ou dans l'EA, c'est bien précisé, et des salariés en situation de handicap, et les ressources pour accompagner les employeurs classiques pour favoriser le recrutement de salariés en situation de handicap de l'entreprise adaptée. Donc, toutes les dépenses qui seraient dans une de ces catégories-là peuvent être de votre projet, peuvent être embarquées et peuvent justifier le montant d'intervention de la subvention du FATEA. Et il est bien reprécisé à l'intérieur de l'appel à projet que le montant de chaque aide et le taux maximum d'intervention sont encadrés par la réglementation européenne relative aux aides de l'État. On avait quelques questions, j'en ai vu passer une tout à l'heure que je n'ai pas relevée. Là, j'en vois une autre pour les énergies renouvelables. Est-ce que les investissements, elle a disparu, visant des économies d'énergie type PAC, solaire, chaudière, biomasse, sont autorisés? Excusez-moi Sébastien, excuse-moi, j'ai Laurent d'Avencode. Il y a plusieurs questions qui ont été répétées, on est en train de passer le sujet et je pense que moi, je n'ai pas eu ma question claire. Peut-être que c'est un problème pour moi de compréhension. Est-ce que le FATEA, avec le premier axe pour les investissements, est-ce que ça peut prendre en compte ou couvrir partiellement l'embauche d'un commercial, avec un CDI, un CDD ou un contrat d'apprentissage qui soit RQTH ou non? Le commercial, non. Ça avait été autorisé dans le FATEA 2020, si je ne me trompe pas, mais le recrutement d'une ressource commerciale n'est pas reprise aujourd'hui dans l'appel à projet. D'accord, merci. Qu'est-ce que ça couvre? Benoît, excuse-moi, de ce fait-là, j'ai perdu le fil. C'était quoi la question? On était, comment dire, sur les questions liées aux énergies, enfin, visant les économies d'énergie. Est-ce que ces dépenses sont éligibles, type chaudière biomasse, solaire, PAC, etc., etc. Pour moi, les dépenses sont éligibles si elles sont dans une activité de l'entreprise adaptée. Ce qui avait été expliqué, c'est que si l'entreprise adaptée a une activité dans le domaine de la gestion de panneaux solaires, dans le domaine de la gestion de batteries ou de recyclage de batteries, ça peut être embarqué. Par contre, sur de l'économie d'énergie, ce n'était pas l'objet de l'appel à projet. Ce sera plus du financement ADEME ou d'autres financements derrière qu'il faudra solliciter. Sur les critères de sélection qui ont été introduits dans l'appel à projet, sur l'axe 1, sur les investissements, déjà, il a été rappelé la règle qui est issue de la règle, qui est une déclinaison de la réglementation européenne, qui donc précise qu'aucun commencement d'exécution du projet ne peut être opéré avant la date de réception de la demande de subvention. Vous savez, c'est toute la question de la rétroactivité. Est-ce que la machine, le matériel que j'ai acheté au mois de janvier est aujourd'hui éligible? La réponse est non. Le matériel qui est éligible à l'appel à projet, c'est du matériel que vous pourrez commander dès que vous aurez formulé la demande auprès des services de l'État. Donc, votre demande doit être formulée avant de pouvoir engager. Ça ne voudra pas dire que vous aurez la certitude
d'être financé sur l'investissement, mais en tout cas, l'investissement qui aurait été réalisé avant la date de votre demande ne pourra pas être pris en compte et sera jugé irrecevable dans l'appel à projet. Ça, la règle a été rappelée, qui est issue de ce décret de 2018. Idem pour le temps de travail? Comment? Idem pour le temps de travail, j'imagine. Non, la règle ne s'applique que sur l'investissement. Ah. Sur la question de l'investissement. Le décret 2018-514 ne concerne que les subventions d'investissement versées aux entreprises. Donc, on peut, de manière rétroactive, le temps de travail en interne, le présenter. Vous décrivez votre projet et en fonction de votre date de démarrage de projet, vous pouvez prendre en compte l'ensemble de l'assiette de temps qui aura été passée sur le projet. Ça, c'est Okay, possible. merci. Je vais être un petit peu directif. Je vais vous demander de ne plus prendre la parole avec vos micros. Nous sommes 265. Je sais que c'est frustrant. On essaye de vous présenter le sujet de la façon la plus large possible. On essaye de répondre à un maximum de questions. Mais 265, on ne va pas pouvoir prendre les questions de tout le monde. Je le redis, on va traiter sous forme de FAQ toutes vos questions qui sont dans le chat. On reviendra vers vous. On va faire en sorte de pouvoir revenir vers vous dès le début de semaine prochaine. Je parle sous le contrôle évidemment de Sébastien, et vous aurez aussi les chargés de mission en point d'entrée s'il y avait des questions particulières. Je sais que c'est frustrant, mais voilà, on essaye de vous apporter les infos les plus larges possibles, mais avec 265 participants, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail de toutes les situations. Je m'en excuse par avance. Sébastien, je te laisse un petit peu avancer puisqu'on a encore pas mal de choses à faire. OK. Donc, sur les critères de sélection, le premier critère, c'est la soutenabilité du projet. Déjà, il y a un plancher qui est fixé, 50 000 € s'il n'y a pas de mutualisation, et il n'y a pas de plafond. Habituellement, il y avait toujours un plafond qui avait été introduit. Donc là, il n'y a pas de plafond qui est introduit. On peut demander derrière, et c'est l'enveloppe qui viendra déterminer si le projet peut être totalement soutenu. Avec un plancher donc à 50 000 € s'il n'y a pas de mutualisation. Un des critères de sélection sera le nombre d'emplois créés, avec un coût unitaire qui a été positionné donc, en approche, qui sera de 7 000 € par emploi créé pour les projets individuels et 9 000 € pour les projets mutualisés. La rapidité de mise en œuvre du projet et de la création d'emplois, avec 25 et 35% de création d'emplois dans les 6 mois post-conventionnement, et avec une volonté et avec la nécessité de pouvoir embarquer 50% de CDI tremplin. Et derrière, avec le dernier critère de sélection sera la qualité et la cohérence du projet. On était en échange ce matin avec la DGEFP. Concrètement, le message qu'elle veut faire passer, c'est que les projets doivent être le plus concrets possible, les plus lisibles possibles et opérationnels, avec une mise en œuvre qui puisse être rapide. Donc, globalement, ils donnent 1 an d'exécution de mise en œuvre du projet, mais ils ne veulent pas avoir des projets qui sont sans arrêt reportés, et ils veulent avoir un effet de création d'emplois qui peut être le plus rapide possible, mais ils veulent surtout voir, en termes de volumétrie d'emplois qui seront annoncés, des chiffres qui soient tenables par toutes les entreprises adaptées, par l'entreprise adaptée. Il ne faut pas déposer un dossier en disant je vais créer 50 emplois si dans la certitude et dans la menée des projets, les 50 emplois seront totalement irréalistes. Ils ont vraiment insisté. Le message qu'ils ont fait passer, et Pamela pourra le confirmer, elle était présente ce matin, le message qu'ils ont fait passer vraiment sur ce sujet-là, c'est d'avoir quelque chose qui soit le plus concret et le plus lisible possible de la part des entreprises adaptées.
Sur l'axe 2, les critères de sélection du projet en ce qui concerne l'accompagnement des salariés. Donc, on est toujours sur la soutenabilité du projet par l'entreprise adaptée. Le nombre de salariés concernés par la démarche, en particulier les CD et les tremplins. C'est bon pour moi. La rapidité de mise en œuvre de la démarche et l'existence d'un état des lieux des pratiques de l'EA. Donc, partir d'un état des lieux de comment est organisée aujourd'hui l'entreprise adaptée sur cette question de l'accompagnement des salariés et de regarder comment elle fait évoluer ses pratiques et qu'est-ce qu'elle met en œuvre pour réaliser la démarche d'accompagnement. Et enfin, la qualité et la cohérence du projet. Donc, ce seront ces critères. Hein, si vous avez lu l'appel à projet, il y a à chaque fois 4 critères qui seront notés normalement avec le même poids et qui viendront déterminer la note globale du projet. Et les DRETS valideront dans l'enveloppe qui leur est consacrée les projets qui auront obtenu la meilleure notation. Alors, il y a plusieurs questions qui reviennent sur le financement de 50% du projet, plus 7 000 € par emploi ou non, que constituent les 7 000 et 9 000, plafond, montant accordé. Voilà, il y a plusieurs, je ne cite que ces deux-là, mais j'en ai vu passer d'autres. Est-ce que tu peux repréciser un petit peu le financement? Sur le financement, la volonté était d'avoir des projets suffisamment d'envergure pour accompagner la transformation du modèle. Donc, ce plancher de demande est important. Donc, c'est un projet à 50 000 €, donc qui donnera une subvention de 25 000 € par structure, puisqu'on est sur un taux d'intervention de 50%. Et si on ramène ça à la création d'emplois, ça fait une visée à minima autour de 4 créations d'emplois, puisque 7 000 € pour un projet, en partant du projet individuel, 7 000 € nous amènerait à la subvention de 28 000 €. Les éléments de 7 000 et de 9 000 € sont des éléments de tendance. Et ce n'est pas parce que vous aurez un projet qui fait 50 emplois que vous aurez 50 emplois fois 7 000 €. C'est bien ce qu'ils nous ont réexpliqué ce matin. C'est des éléments de tendance et sur lesquels ils vont calculer globalement le projet ramené à l'emploi créé, quel en est le coût d'intervention. Est-ce que ça vous paraît clair ou est-ce que je n'ai pas été suffisamment clair sur ce sujet-là? Il y a plusieurs questions sur le CDD tremplin et le fait de si on n'arrive pas à recruter en CDD tremplin, est-ce que ça ne freine pas la création d'emplois? Donc, et après, il y a des sujets aussi liés avec le SPE qui ne rentrent pas évidemment dans le cadre de cet appel à projet. Le message qui a été passé aussi ce matin, c'est que pour les structures qui ne seraient pas aujourd'hui habilitées, c'est des tremplins, ça ne les empêche pas de candidater à l'appel à projet, mais derrière, ce que la DGEFP a demandé, c'est que la structure notifie qu'elle s'engagerait dans la démarche pour pouvoir mener le projet. Ça, il faut pas entre guillemets, s'exclure de la proposition ou d'un dépôt d'appel à projet, mais il faut s'engager derrière à pouvoir s'engager dans la démarche du CDD tremplin. Sur cette partie-là, Benoît, il y a encore des questions parce qu'après, je vais passer sur la priorité EATT. Il y en a, mais je pense qu'on répondra sur la FAQ. Okay. Donc, sur la priorité 2 qui concerne les EATT, s'il veut bien tourner, la priorité 2, il y a deux axes d'intervention qui sont possibles et qui sont cumulables pour les EATT. Donc, l'axe 1 dont on parlait tout à l'heure, qui est l'aller vers, donc globalement,
tout ce qui va concerner la démarche d'identification du public, de constitution d'un vivier de collaborateurs qui pourraient être missionnés, et également avec des modalités possibles qui ont été déterminées en exemple et qui ont été données en exemple dans le cadre de l'appel à projet. C'est toutes les actions de communication, de marketing qui peuvent être mises en place pour sensibiliser le public, pour toucher le public, pour qu'il vienne se proposer en candidat potentiel. Je vais la recouper un petit peu. Il y a un écho. Les actions qui peuvent... Il faut que tu rallumes ton micro, ça devrait être bon, Sébastien. Ouais, je réessaye. Les actions qui peuvent être menées à travers les réseaux sociaux, les job dating qui peuvent être organisés, toute cette démarche qui permet de toucher aujourd'hui le public, c'est ce qui est visé dedans. Le développement d'outils permettant d'identifier et de tester le potentiel des candidats. Donc là, ce sont des modalités possibles qui ont été identifiées dans le cadre de l'appel à projet. Donc ça, c'est un axe d'identification de public, et un axe numéro 2 qui est l'articulation entre les périodes de mission et les périodes d'intermission. Donc c'est tout ce qui permettra de soutenir les actions d'accompagnement après la mission, proposant des solutions telles que la remobilisation, l'acquisition de compétences en situation de travail, la préparation à la sortie de la mission au sein de l'EATT et la capitalisation des retours d'expérience de mission avec les intérimaires en privilégiant les partenariats avec les acteurs du territoire. L'entreprise adaptée de travail temporaire a la possibilité de répondre soit sur un axe, soit sur 2 axes. Et pour l'axe 2, il y aura une attention particulière, un regard particulier qui pourra être fait avec l'articulation des aides qui sont les aides du PICEA, notamment pour tout ce qui est coût de formation, en dehors de la mission. Sur les EATT, donc en fonction du nombre d'axes qui est couvert par le projet, on a une aide forfaitaire qui est établie et qui est soit de 30 000 € si un seul axe est proposé, ça peut être l'axe 1 ou l'axe 2, et 45 000 € si les 2 axes sont présents dans le projet. Donc, s'il y a un projet qui embarque à la fois l'identification du vivier et le travail entre mission et intermission, l'entreprise adaptée de travail temporaire pourra obtenir une subvention forfaitaire de 45 000 €. L'aide forfaitaire est accordée au titre du CPOM, et l'EATT devra avoir démarré son activité et avoir une déclaration mensuelle payée pour l'exercice 2023. Ça, c'est la condition qui est donnée, c'est que l'entreprise adaptée de travail temporaire soit en activité au moment du dépôt de la demande. Et les coûts admissibles, les exemples de coûts admissibles qui ont été identifiés, c'est les coûts d'acquisition de matériel, de personnel lié à l'ingénierie, la mise en place d'outils, d'actions de communication, le coût de prestation de conseil externe visant à répondre aux besoins d'expertise dans les 2 domaines de l'appel à projet. l'EATT, un dossier à déposer et qui peut concerner 2 axes de priorité qui ont été fixés. Donc, pour une aide forfaitaire de 30 ou de 45 000 € en fonction du nombre d'axes visés. On n'a pas forcément de questions sur les EATT. Il y en a une qui pourrait s'appliquer aussi aux EATT, c'est la durée pour laquelle on essaye de faire subventionner un poste. Il y avait une demande sur peut-on subventionner sur une période de 2 ans l'embauche d'un CIP dans la mise en place de CDD tremplin, ou est-ce que c'est lié uniquement à cette année? Après, on a d'autres questions, mais qui concernent toujours les CDD tremplin et non pas le ATT. La visée d'exécution pour les EATT comme pour l'ensemble des projets est sur une durée de 12 mois.
C'est ce qui est précisé dans l'appel à projet. Donc, l'exécution du projet sur une période de 12 mois. Après, elle pourra éventuellement être adaptée, mais je ne pense pas qu'un projet déposé sur une période de 2 ans soit en tout cas éligible sur l'intégralité de la période. Donc je ne reviens pas sur les questions, c'est des tremplins qui sont posés là. Ils seront évidemment intégrés. Vous aurez les réponses en début de semaine prochaine. J'avance de ce fait-là sur l'EA pénitentiaire. Donc je répète une aide qui est en dehors du budget des 10 millions d'euros, qui a été gagée en dehors de ce projet-là. Et les entreprises dont le projet en établissement pénitentiaire est validé peuvent bénéficier d'une contribution forfaitaire. Donc là, on est sur un forfait de 30 000 euros pour l'entreprise adaptée. Le dépôt de projet peut se faire au fil de l'eau et l'entreprise adaptée intéressée peut mobiliser des aides également du ministère de la Justice, telles que précisées dans la note de cadrage qui est dédiée aux entreprises en établissement pénitentiaire. Avec une visée de la part du ministère d'arriver à une quinzaine d'entreprises adaptées de travail temporaire, établissement pénitentiaire à l'issue de l'année 2024. Pas de questions sur le pénitentiaire. OK. Sur le calendrier de mise en œuvre, donc l'appel à projet a été publié, ce que je disais tout à l'heure, en plein été, le 31 juillet, sur le ministère du Travail. Et les formulaires et l'accès à démarches simplifiées, puisque le dépôt se fait via mes démarches simplifiées, le site en ligne utilisé par le ministère, à partir du 7 août. La date de fin de dépôt des dossiers est aujourd'hui fixée au 22 septembre 2023. J'ai essayé d'avoir une rallonge ce matin auprès de la DGEFP. Pour l'instant, ils ne souhaitent pas bouger la date de fin de demande. Rester pour le moment sur la date du 22 septembre en date de fin de dépôt sur l'outil. Hormis pour les entreprises en milieu pénitentiaire qui auront jusqu'au 3 décembre pour pouvoir déposer, puisqu'ils ont demandé un traitement au fil de l'eau. Mais c'est uniquement pour cette nature de projet. Je refais une petite parenthèse sur l'EA pénitentiaire, puisqu'il y a eu 2 questions sur l'EA pénitentiaire. Où est-ce qu'on peut trouver la note de cadrage pour l'EA pénitentiaire et la deuxième question, c'était spécifiquement par rapport au FATEA, quels sont les axes qui concernent l'EA pénitentiaire? Il n'y a pas d'axe. L'EA pénitentiaire, c'est la volonté de créer une EA pénitentiaire et de développer une activité au sein d'un établissement pénitentiaire. Donc, c'est un forfait. Globalement, c'est installer une activité et développer une activité au sein d'un établissement pénitentiaire. Et en ce qui concerne la note, elle est sur notre site internet, là, sur la page établissement pénitentiaire, mais on pourra vous le retransmettre en même temps avec l'ensemble des documents du... Sur le calendrier, investissement réalisé en 2024 ou en 2023. La durée du projet, c'est globalement, ils veulent un projet qui peut s'étaler sur un an. Donc, si l'investissement a lieu début 2024, mais le projet est engagé, avec les délais de livraison et tout ce qui en est, ça peut être envisagé une livraison, entre guillemets, du matériel en 2024. Mais il faut décrire un projet qui montre un engagement et une nature de dépense avec des devis. Hein, on ne l'a pas précisé, mais il y a des pièces justificatives qui sont à fournir. Hein. Si vous avez du matériel, plusieurs matériels, si vous avez les factures, vous mettez directement les factures, mais si vous n'avez pas les factures, vous mettez à minima les devis qui ont été produits pour réaliser
réaliser l'estimation du projet. On avait une question qui était revenue plusieurs fois, je crois qu'on y avait répondu, mais qui est revenue sur, puisqu'on est sur les natures, sur le financement de GPEC ou de GEP, que ça rentre en ligne de compte. Ça rentre dans l'axe 2, dans la priorité numéro 1, axe 2. Et il y a les outils qui sont embarqués. Hein. Si je reviens sur les éléments. Outils d'ingénierie de parcours, ça fait partie d'outils d'ingénierie de parcours dans et vers l'emploi. Donc là, c'est bien embarqué dans l'axe 2 de la priorité numéro 1. Donc on vous a mis les liens vers l'appel à projet FATEA. Juste pour finir sur le calendrier, donc dans le dépôt des dossiers, fin des dépôts des dossiers aujourd'hui au 22 septembre, sur la période du 25 septembre au 20 octobre, donc il y a des itérations entre l'instructeur, donc l'instructeur c'est les services de la région, l'adresse, qui pourra éventuellement travailler avec les services au niveau des départements. Des itérations entre l'instructeur et le candidat et la notification des décisions qui arrivera à partir après le 20 octobre et avec l'établissement des conventions et les premiers versements des avances avec le même régime de versement des avances que l'on connaît dans les FATEA intérieurs. Et l'instruction de la demande par les DRETS devra faire l'objet d'un passage devant les comités régionaux de suivi d'entreprises adaptées pour avis. Avant notre conventionnement. Actuellement, les premiers versements doivent, si le calendrier est toujours celui-là et si la DGEFP ne bouge pas la date de fin toute fin octobre, début novembre, pour l'avance minimale du projet. On t'entend plus, Sébastien. Sur les pièces constitutives du dossier, la demande doit comporter le nom et la taille de l'entreprise. Et je disais que si vous avez un compte Mes démarches simplifiées, il y a Alors, il y a quelqu'un qui s'amuse à couper le son des participants. Je leur remercie d'arrêter. Je disais sur quelqu'un sur une structure qui a déjà fait un dépôt de dossier sur Mes démarches simplifiées, vous avez la possibilité de rentrer avec votre numéro SIRET et il y a déjà des données qui doivent normalement être présentes. À minima, il ramène des éléments liés avec le SIRET et dans les fichiers, dans les bases de données SIRET. Vous devez derrière décrire le projet avec ses dates de début et ses dates de fin, la localisation du projet, notamment pour les structures qui sont multi-établissements, à quel endroit le projet va avoir lieu, sur quel établissement il va être exécuté, les résultats escomptés en termes de création d'emplois, le plan de financement que vous avez établi, précisant les dépenses et les ressources publiques et privées, dont le montant de l'aide au titre FATEA. Donc ça, c'est le tableau de financement habituel qui est demandé dans le cadre de la demande de subvention FATEA. Et pour les demandes d'investissement ou comportant des prestations externes, la fourniture des devis chiffrés est nécessaire. Donc n'oubliez pas de joindre ces pièces-là pour garantir la complétude et le traitement de votre dossier. Quand est-ce qu'on peut attaquer? Il y a une question qui nous demande est-ce qu'on peut lancer le projet à partir du 23 septembre uniquement? Est-ce qu'on peut lancer le dossier? Le projet, non pas le dossier, le projet. À partir de quand on peut réaliser
les actions? Le projet peut démarrer sur l'exercice 2023. Vous avez la période d'exécution, c'est à vous de le faire. Vous avez une période de réalisation. Vous déterminez à quel moment vous voulez le faire. Soit il démarre là en septembre et vous le faites. Tu as coupé le micro à nouveau, Sébastien. Alors, je suis désolé, je ne sais pas qui le fait, mais si vous pouviez arrêter. Si vous avez besoin de couper votre micro, c'est dans votre bande en haut. Donc, je disais, le projet peut démarrer en septembre. Vous pouvez si vous l'avez démarré avant. Donc, la seule difficulté, c'est que si vous êtes sur un investissement, l'investissement ne peut pas avoir démarré avant le dépôt de votre demande de subvention. Ça, c'est la contrainte qui est imposée par le décret sur les subventions d'investissement. Est-ce que tu as d'autres? On revient encore sur les devis. Est-ce que c'est pour les demandes d'investissement ou est-ce que tout le fonctionnement doit fonctionner en devis? Quand on est sur du financement de poste, c'est pas du devis. Non, ce n'est pas du devis. Les devis sont demandés pour tout ce qui est investissement et prestations externes. Dès que vous avez un prestataire qui intervient ou dès que vous avez un achat de matériel, de logiciel ou quoi que ce soit, là, vous postez un devis. Après, sur la justification des éléments liés à des coûts internes, ils vous demanderont soit une attestation ou soit derrière, ils vous demanderont en rôle de service fait de produire la fiche de paye des personnes qui ont été affectées au projet. Il y avait une question sur il y en a eu beaucoup sur la question du nombre de postes à créer. Est-ce que c'est proportionnel à la taille de la structure? C'est-à-dire que là, le cas, c'est voilà, on est 8 salariés, on va pas en embaucher 50. Non, mais c'est pour ça que tout à l'heure je disais, c'est une tendance, même le coût de 7 et de 9 000 euros, c'est une tendance sur laquelle ils vont se baser. Mais c'est pas, ils nous l'ont bien reprécisé ce matin. Ils ne vont pas demander à une structure de 10 salariés de créer 50 emplois. C'est pas l'objectif. Ils vont regarder surtout, et je le répète, la faisabilité, le côté concret du dossier, la faisabilité, l'opérationnalité et la faculté de mener rapidement le projet. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas devant des projets que l'entreprise demanderait et qu'elle demande systématiquement, ce qu'il nous disait, des avenants pour mener le projet au bout parce que la temporalité n'aurait pas été suffisamment bien adaptée dès le départ. Alors, j'ai une relance de questions. On a oublié des questions, il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. J'en suis encore désolé et je sais que ça crée de la frustration. On les traitera par écrit. Là, je reprends celle-là puisqu'elle m'est remise un petit peu sur le devant, mais il y en a déjà 4 derrière qui suivent. Comment devons-nous justifier les créations d'emplois, nouveaux contrats de travail, équivalent temps plein dans le A ou autrement? Et puis toujours sur la partie un petit peu RH, il y en a une que j'ai vue, que j'ai perdue. Bon, je te laisse déjà répondre à celle-ci. La justification se fera au moment du contrôle de service fait par les services de l'État où ils viendront contrôler, ils vous demanderont les emplois qui ont été créés et ils vérifieront certainement avec vous dans EA2 la création des emplois où ils vous demanderont potentiellement une attestation et les copies de contrat des personnes qui ont été pour qui les postes ont été créés. Il faut savoir que là-dessus, hein, ils ont vraiment insisté sur le fait d'être sur des éléments plus concrets, de ne pas dire que on va être en capacité de créer ou de surdimensionner la capacité de création d'emploi du projet. Il faut essayer d'être le plus concret possible. Pardon.
Alors, je vous ai remis en copie les contacts, en copie, pardon, dans le chat, en contact les chargés de mission territoriales qui peuvent évidemment vous apporter des compléments à des questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre tout de suite. Je viens de vous faire de lancer un petit questionnaire en ligne. Je le redis, on va reprendre toutes vos questions. Je vous informe aussi que l'Académie a une offre de formation qui est en train de se consolider et de se renforcer, notamment sur toutes les questions d'accompagnement socio-professionnel. Donc tout à l'heure, on parlait de GPEC. Ça rentre aussi dans ce cadre-là, donc n'hésitez pas à solliciter vos chargés de mission pour ces questions. Encore une fois, il y a, je pense, sur ce Zoom, beaucoup plus de questions que d'habitude auxquelles on n'a pas pu répondre pendant cette heure. On en est désolé, mais on va faire le maximum pour pouvoir y répondre dès le début de semaine prochaine par l'édition d'une FAQ, et puis, je le redis, par vos chargés de mission qui sont à votre disposition. Sébastien, on t'entend pas. Tu m'entends pas? Oui, ça y est. Je disais simplement, c'est pas un exercice qui est forcément facile. Nous, on vous présente aujourd'hui les grandes orientations qui ont été prises et qui ont été décidées. On vous donne le contexte sur quelque chose qui est tombé une nouvelle fois et on le déplore en plein été. Mais derrière, en tout cas, c'est un outil et a priori, ce qui est demandé sur mes démarches simplifiées, et en tout cas la possibilité la faculté à pouvoir déposer les dossiers ont été rendus le plus simple possible de la part de la DGEFP. Donc, j'espère que ça se passera bien. N'hésitez pas à déposer des projets. Regardez et veillez à ce que les dossiers soient soutenables et réalisables par vos entreprises adaptées. Et derrière, je le rappelle, on est sur un appel à projet. On n'est pas sur une automaticité et une subvention qui sera forcément accordée pour tout le monde, mais qui laisse la possibilité de pouvoir accompagner des projets de transformation, de structuration et de développement pour les entreprises adaptées. Mais là, tu peux peut-être dire un petit mot de conclusion. Vive la France pour ce soir! Non, merci beaucoup Sébastien pour toutes ces explications. Effectivement, j'espère que ça vous a apporté des éléments d'éclaircissement. Voilà, on a essayé de faire vraiment au mieux pour que vous ayez les éléments au plus tôt et de rendre encore une fois ce dossier le plus équitable possible. Donc, et comme ça a été dit, les chargés de mission notamment sont à votre dispo si besoin, nous également. Et travaillez bien du coup pour répondre au dossier. Et s'il y a des moindres difficultés entre-temps, n'hésitez pas à revenir vers nous et à poser les questions en vous appuyant sur les chargés de mission, en nous contactant directement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous donnons juste rendez-vous le mercredi 20 septembre pour un Zoom spécial Pôle emploi à recruter avec Pôle emploi.fr. Exceptionnellement, mercredi 20 septembre à 11h30, vous aurez évidemment les invitations. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.